Bonjour à toutes et tous et merci à nos intervenantes d'être là sur ce panel sur le private equity, un levier majeur pour la décarbonation des entreprises. Alors avant de présenter, donc je vais vous présenter d'abord rapidement, puis après vous aurez l'occasion de vous présenter un peu plus et de présenter votre entreprise aussi. Donc je suis en présence de Hasna Boulayat, qui est directrice organisation, transformation et RSE au sein de CMGP, Aïcha Zakraoui, Environmental and Social Officer at Africa Invest Group, Stéphanie Fortier, CIPAREX, qui est International and Performance Manager at CIPAREX et en charge du RSE, et Amina Ben Abdelkarim, qui est responsable du bureau d'Afrique du Nord chez Proparco Groupe AFD. Bon, je résume peut-être un peu. Donc, je vais vous passer la parole dans 2 minutes. Je voudrais juste poser le sujet de la décarbonation. C'est l'ensemble des mesures en fait, et des techniques qui sont mises en place en vue de limiter l'empreinte carbone d'une entreprise, d'un secteur d'activité, d'un pays, d'une économie. Et l'Afrique du Nord, avec des ressources très importantes en énergie renouvelable, peut prendre toute sa place dans ce mouvement de décarbonation, avec un fort potentiel de production d'hydrogène, d'énergie renouvelable. Mais tous ces enjeux environnementaux supposent aussi des enjeux financiers, économiques et de formation autour de la structuration de nouveaux modèles et de nouveaux modes de vie, et qui demandent la mise en place très rapidement d'ailleurs de plans d'action. Donc, par ailleurs, les pays du Maghreb subissent déjà le réchauffement climatique avec une raréfaction des pluies, avec une augmentation des températures et des conséquences qui peuvent survenir ensuite en termes de migration des populations plutôt vers les villes, d'après ce que les prédictions nous disent. Donc, différents acteurs sont clés dans ce dispositif. Bien sûr, les gouvernements qui donnent l'impulsion, les populations, c'est-à-dire la pression de l'opinion publique, les entreprises qui produisent des biens et services, et les financiers, les banquiers, les investisseurs qui peuvent orienter vers de nouveaux placements et projets. Et les incitations financières peuvent jouer un rôle primordial pour encourager l'adoption de technologies, de sources d'énergie propres, de méthodologies différentes. Donc là, je vais faire appel. Moi, je suis Isabelle Lebeau de chez BPI France. Je suis en charge des partenariats internationaux, donc je ne suis pas une spécialiste. Par contre, je fais appel à 4 spécialistes qui vont vous parler de ça. Et donc, une première question un peu générale à chacune d'entre vous, se présenter son organisation et dire est-ce que vous avez adopté une stratégie globale de décarbonation et laquelle, avec quelle motivation et comment. Donc voilà, c'est un peu une question, mais 3 questions en une. Donc je passe la parole à Amina pour commencer. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc je me présente très brièvement, Amina Ben Abdelkarim, je suis la représentante de Proparco pour la Tunisie et l'Algérie. Et donc Proparco, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la filiale du groupe AFD qui a pour rôle de promouvoir et de financer le secteur privé. Donc Proparco, en quelques chiffres, en 2021, c'est 2,3 milliards d'euros d'investissements, de nouveaux investissements, dont la moitié est pour l'Afrique. Et donc, pour revenir un peu à la question de climat, c'est un axe stratégique pour Proparco. Proparco, aujourd'hui, était aligné à 100% accord de Paris. Et donc, on a comme objectif d'atteindre 40% de nos nouveaux investissements pro-climat. Donc, que ce soit fléché de façon directe ou indirecte, climat. C'est un engagement qui est assez fort. Et aujourd'hui, en 2021, pareil, malgré, on va dire, une situation macroéconomique assez compliquée, on a réussi à investir 700 millions d'euros d'investissement pro-climat et qui ont permis d'éviter 2 millions de tonnes de CO2 par an. Donc voilà, ça c'est des chiffres concrets qu'on est en train de mettre en place. Donc clairement, on a une stratégie de faire des financements, d'accompagner les partenaires de façon directe ou indirecte pour les accompagner dans leur stratégie de décarbonisation. Quand je dis direct, soit quand on est investisseur directement dans les sociétés, donc en equity ou en accompagnant en dette ou en garantie, mais aussi de façon indirecte via les fonds d'investissement tels que Africa Invest, qui est un de nos partenaires. Ça nous permet vraiment de mettre en place une stratégie commune ou aussi auprès des banques, parce que derrière, eux, elles peuvent toucher la PME et derrière, on essaie de les accompagner derrière pour bien toucher toutes les stages d'entreprise. Donc, c'était la première question, la motivation,
Est-ce que vous avez une stratégie? Mais ça, pour Oui. Parco, c'est une C'est évidence. tout à fait. Voilà, c'est ça. Et Et peut-être juste comment très procédez-vous dans voilà. la mise en œuvre? Voilà, exactement. De façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu qu'on a ces engagements forts, déjà, il y a des industries très émissives qui sont sur des listes d'exclusion qu'on ne peut plus aujourd'hui financer. Avant, on pouvait toujours justifier en disant il y a de la création d'emplois, il y a d'autres, on va dire, réductions d'importation. Aujourd'hui, il y a les industries les plus émissives, c'est des listes strictes sur lesquelles on ne peut plus accompagner l'investissement. Aussi, pour tout nouvel investissement, aujourd'hui, on est, dès le début, on est en train de regarder est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une partie de l'investissement qui est fléché climat, comment on peut accompagner ça, est-ce que ça fait partie prenante du projet, et si ça ne l'est pas, on essaie de s'asseoir avec le partenaire et de définir ensemble un plan d'action, des mesures d'atténuation, d'adaptation. Encore une fois, ça dépend du secteur. Si on est dans les énergies renouvelables, c'est évident, mais sur d'autres entreprises qui peuvent être très loin de tout ce qui est question climat, on essaie quand même de pousser, de mettre en place des plans d'action au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'industrie. Donc c'est vraiment un effort contenu. On met en place des indicateurs clairs dès le début, un plan d'action, des objectifs atteignables avec une feuille de route. Mais je laisserai Aïcha aller un peu plus en détail parce que c'est des définitions qu'on met ensemble là-dessus. Très bien, parfait, merci. Merci. Aïcha, donc. Oui, alors Aïcha Zakraoui du département ISJ Impact d'Africa-Vest. Donc Africa-Vest, c'est un gestionnaire d'actifs en equity, en dette, avec plus de 2 milliards de dollars raised donc, depuis 1994. Et à Africa-Vest, donc là, le climat est un peu au cœur de notre stratégie parce que pour reprendre un concept un peu éculé maintenant à l'envie, mais le risque climatique est un risque investissement. Donc conscient de ce challenge, on est en train de mettre en place des targets pour atteindre le net zero d'ici 2050, donc des science-based targets, et on intègre le climat tout au long de notre processus d'investissement. Donc ça commence du screening jusqu'à la due deal, le monitoring et l'exit. Pour ce faire, on a mis en place beaucoup d'outils. Et nous, l'un des aspects significatifs pour nous, c'est d'engager les sociétés dans la mesure de leur gaz à effet de serre. Pour ce faire, on développe des outils en collaboration avec nos investis, comme CMGP qui va prendre la parole tout à l'heure, pour qu'ils puissent mesurer leur empreinte carbone et à partir de cela, identifier le levier de décarbonation. Donc vraiment, on a une approche d'engagement, de désinvestissement. Des fois, quand les sociétés, on voit qu'il y a pas vraiment beaucoup de volonté, on dirait, à décarboner, on utilise le premier D, qui est le désinvestissement. Ensuite, donc, la décarbonation avec l'engagement et la digitalisation. Parce que pour nous, c'est une des clés du succès pour réussir et atteindre nos objectifs net zero. Voilà. D'accord, donc les 3D chez Africa Invest. On passe la parole à Asna de CMGP, donc une entreprise, donc avec un point de vue d'entreprise. Oui. Mais vous aussi, est-ce que vous avez mis en place donc, une stratégie de décarbonation? Oui, alors... On expliquera dans la deuxième partie le lien avec l'investisseur. D'accord. Là, c'est vraiment la stratégie, la motivation, etc. Ok, alors c'est Hesna Boulayat, directrice organisation transformation RSE de CMGP Group. Alors CMGP Group est un acteur de référence en fait qui a développé différentes expertises dans les métiers de l'irrigation, de l'agriculture. Aujourd'hui, il est articulé autour de deux principaux pôles. Au niveau de l'agriculture, c'est l'irrigation, c'est le solaire et c'est le traitement et la protection des plantes. Et au niveau de l'infrastructure de l'eau, c'est l'adduction d'eau potable et l'assainissement. Alors depuis sa création en 1995, alors le groupe n'a pas cessé d'innover et de trouver des solutions, pour économiser et préserver la ressource eau, pour préserver la qualité des sols et pour augmenter les rendements. Et à titre de grandeur, aujourd'hui, pour une moyenne de 15 000 hectares installés en goutte à goutte, on arrive à économiser 30 millions de mètres cubes d'eau par an et à augmenter les rendements agricoles de 150 000 tonnes par an. Alors, par rapport à tout ce qui est stratégie de décarbonation, alors on a pris cette conscience. Ça fait maintenant 6 ans que nous avons cherché à structurer nos engagements RSE et c'est à travers la RSE qu'on a pu structurer cet axe lié à l'environnement. Alors, le fait qu'on est un groupe qui œuvre dans des métiers qui sont là
au profit de l'environnement. Alors, grâce à la RSE, quand on a structuré la démarche, il y avait un certain nombre d'engagements au niveau de la stratégie du groupe. Le quatrième, il est parfaitement dédié à l'environnement. On a pu justement déjà commencer à recenser, à mesurer l'impact favorable qu'on arrive à avoir, de se fixer des objectifs par rapport à ça pour aller de l'avant sur 5 ans, sur 10 ans. Et à côté de ça, on a même pu mettre en place en fait beaucoup d'actions. C'est vrai, ce sont de petites actions au niveau de l'ensemble du groupe, mais qui ont permis vraiment de minimiser, on va dire, l'impact environnemental du groupe en termes de solaire au niveau de l'ensemble des sites. C'est vrai qu'on fait ça fait 2 ans en tant que business au niveau du groupe, mais on a équipé l'ensemble des sites par le solaire. On a mis en place pas mal d'actions qui ont pu de sensibilisation sur l'éco-conception même, au niveau des projets d'irrigation. En fait, même quand on fait de la conception par rapport au projet, on a intégré cette notion de conception dès le départ et c'est des formations, des sensibilisations qui ont été faites auprès de l'ensemble des équipes. Alors là, c'est par rapport à, si on parle stratégie, comme on a pu naître ça fait presque 6 ans. On a été évalué à travers plusieurs référentiels, 14001, l'ISO 26000 même, avec la FNOR, et on a pu avoir le niveau engagé RSE confirmé dès la première année d'évaluation, sachant que c'est le niveau 3 sur 4. Et dès la première année, c'était vraiment très, très parlant. Et ça reflète l'ensemble des engagements qui ont été mis en place et qui ont été entrepris au niveau du groupe. D'accord, merci. Donc un gros engagement de l'entreprise. Et je passe la parole à Stéphanie Fortier de chez Siparex. Alors c'est toujours génial de passer après une entreprise parce que c'est ce pourquoi on existe aujourd'hui, les fonds d'investissement. Donc Stéphanie Fortier, operating partner chez Siparex. Donc mon métier c'est d'accompagner les dirigeants au quotidien dans leur transformation et forcément avec l'enjeu climatique et les enjeux de transition énergétique que nous avons devant nous, ça donne encore plus de sens à notre accompagnement au quotidien. Donc Siparex c'est l'un des leaders français indépendants du capital investissement pour les PME et ETI non cotées principalement. Et nous avons également des investissements dans des startups sous la marque Xange. Donc on travaille aussi bien sur du small, du mid, du large cap, donc à travers différents fonds, donc en fonction des tailles d'entreprise, mais également avec des fonds sectoriels très investis également sur la thématique RSE, puisqu'on a un fonds qui s'appelle Mutuel Impact Santé sur la dimension plutôt sociale. On a un fonds nucléaire donc dans cette transition énergétique et un fonds donc d'accompagnement de transition énergétique sous la marque Tilt, voilà, dont on pourra reparler. Donc effectivement, dans les fonds d'investissement, on a de plus en plus de contraintes réglementaires. On est soumis à un reporting extrêmement important avec une réglementation européenne très forte. Mais avant tout, effectivement, c'est cette motivation de se dire qu'on a un vrai rôle à jouer face à l'urgence et aux enjeux climatiques qui nous attendent. Et donc, c'est de notre responsabilité d'accompagner nos entreprises. Et donc, forcément, ça modélise totalement notre stratégie au quotidien sur les engagements qu'on peut avoir. Maintenant, donc, cette urgence climatique, elle vient de plus en plus aujourd'hui, mais ça fait déjà un moment que Siparex y réfléchit, puisqu'on a signé un certain nombre de chartes, notamment la charte de l'ONU dès 2013 sur justement l'investissement responsable, 2014 sur la charte des investisseurs pour la croissance, qui reprend un certain nombre de bonnes pratiques autour de la RSE, de la transition énergétique, du traitement des déchets, tout ce qui participe justement à la réduction de l'empreinte carbone. Et puis en 2020 sur l'initiative Climat International qui est portée par la commission RSE France Invest. Donc tout ça, effectivement, c'est un certain nombre on essaie de participer au mouvement, d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer de transformer. Alors je crois que dans une deuxième partie, on verra comment on le fait au niveau de nos entreprises. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important. Donc, c'est au niveau des équipes. C'est cette capacité à transférer cette prise de conscience au niveau des équipes. Puisque les investisseurs, donc moi en tant qu'operating partner, je travaille main dans la main avec les investisseurs au quotidien. Et l'investisseur est une personne qui murmure aussi à l'oreille du dirigeant et qui va l'accompagner. Alors vous allez me dire, voilà, avec votre exemple, qui va l'accompagner dans sa transition. Et donc les équipes ont besoin d'être formées sur ces dimensions-là. Donc il y a une semaine, on était en séminaire groupe et on a emmené les investisseurs et on leur a présenté quelqu'un du Shift Project, un climatologue qui est venu pour justement parler de cette urgence climatique. Sensibiliser, oui. Chez nous, chez BPI France, on a aussi beaucoup de sensibilisation et de formation par tout à fait. Et d'ailleurs, vous nous accompagnez aussi sur la banque du climat, qui pour nous aussi est un moteur extrêmement fort pour nous aider aussi à aller toujours plus en avant. Et donc en fait, on a formé les investisseurs, les sensibiliser parce qu'effectivement,
on ne se rend pas compte finalement de cette urgence. Même donc, le climatologue avait participé au rapport du GIEC et il nous expliquait que tout ce qui est écrit dans le rapport du GIEC est très concret pour essayer sur un certain nombre de secteurs de réduire la dimension et l'empreinte carbone. Mais malheureusement, même si on le fait aujourd'hui, c'est très très loin finalement pour arriver au net zero de 2050. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête et donc d'essayer toujours d'aller plus loin pour pouvoir le faire. Et donc chez Siparex, on a aussi décidé de s'appliquer, parce qu'on s'est dit très bien, nous on va essayer d'expliquer aux entreprises comment faire, mais c'est important aussi que ça passe donc par nous et notre propre action. Donc on a engagé une démarche de labellisation B Corp autour de 5 piliers. L'environnement est l'un de ces 5 piliers. Donc forcément, la démarche carbone est quelque chose de très très fort au sein même du groupe. Et je reviendrai sur l'accompagnement. D'accord, merci. Oui, on va parler maintenant plutôt du lien en fait entre investisseurs et entreprises, des moyens d'accompagnement qui sont mis en place, parce qu'effectivement, il y a une question de moyens, de timing aussi, parce qu'il faut aller assez vite. Enfin, il y a une urgence climatique maintenant. Et donc, je laisse la parole sur les moyens en plus ProParco à tout un éventail de moyens. Voilà, tout à fait. Peut-être je vais prendre déjà le premier exemple qui peut-être intéresse un peu plus, c'est l'exemple de quand on est actionnaire, donc quand on est investisseur dans la société. En fait, là, bien sûr, on est actionnaire, donc on est un actionnaire long terme, on est partie prenante et donc on peut peser sur la stratégie qu'on peut mettre en place et sur les décisions climat, on va dire. Et donc là, c'est quelque chose qu'on négocie dès le début, quand on est un actionnaire, et surtout si on est co-investisseur avec d'autres fonds partenaires, parce qu'en général les fonds PI, Private Equity en Afrique, c'est des fonds qui sont beaucoup accompagnés par les DFI, qui ont tous cette contrainte climat derrière, cette stratégie climat, et derrière ça nous fait une force de frappe commune quand on est à l'intérieur d'une société pour pouvoir peser, pour pouvoir orienter et mettre en place les bonnes pratiques. Je vais prendre un exemple concret pour que ce soit un peu plus parlant. Par exemple, on est actionnaire, ça grignote un peu, c'est bon. On est actionnaire dans une des sociétés dans l'industrie pharmaceutique au Maroc, donc à 40%. Et donc, dans cette société-là, on est actionnaire depuis 2 ans, derrière, dès notre intervention, on a fait 2 types d'actions. La première, c'est justement ce plan d'action où on met en place un bilan énergétique. On voit comment la société elle peut améliorer son efficience énergétique grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques, grâce à l'amélioration de la consommation d'eau et tout ce qui est station d'épuration d'eau, grâce aussi à une meilleure utilisation, efficience énergétique dans tout le process de production. Donc ça, et aussi une mise à standard ISO, alors je vais peut-être dire une bêtise, 14210, c'est ça, je pense, voilà, qui sont meilleurs des standards nationaux. Alors moi, je ne suis pas une experte là-dedans, mais c'est que vraiment, c'est des choses qu'on essaie dès le début de mettre en place et d'essayer d'accompagner et d'avoir des indicateurs clairs. Aussi, on est actionnaire, c'est un coût que nous, tant qu'actionnaire, on supporte. Parce qu'on demande à l'entreprise de mettre de l'argent, mais c'est derrière aussi, c'est notre responsabilité. On ne rapporte pas que du financement, mais aussi toute cette expertise bien sûr. Cette mise en relation avec les consultants et avec notre réseau et toujours avec les bonnes pratiques. Aussi, ce qu'on fait aussi, c'est et là peut-être c'est le rôle de bailleur de fonds, c'est qu'on essaie de mobiliser des subventions, de l'assistance technique. On l'a fait dans cette société-là, grâce à l'initiative de l'AFD, et qui permet en fait de mettre à niveau tous les anciens bâtiments pour améliorer leur efficience énergétique. Donc là, c'est vraiment des ressources gratuites où l'entreprise l'utilise pour faire un constat sur tous les bâtiments existants, comment améliorer l'efficience énergétique dans le premier temps, mais aussi il y avait une nouvelle usine qui allait être construite. Et là-dedans, on va dès le début rentrer dans les plans, mettre en place comment améliorer encore l'utilisation de matériaux qui ne consomment pas beaucoup d'énergie et améliorer toute la nouvelle construction pour que ce soit le plus efficient énergétiquement. Ça, c'est le genre de dépenses que l'entreprise ne mettrait pas spontanément. Et c'est là où nous, notre rôle de bailleur de fonds, d'amener ces subventions, cette assistance technique, cette expertise pour, encore une fois, gagner en compétitivité, mais aussi gagner en bilan énergétique. J'ai parlé du côté equity, mais je peux aussi parler de ce qu'on fait au niveau de la dette, au niveau des grants, au niveau du financement de projets énergie renouvelable. Donc c'est toute une gamme d'actions, toujours l'idée. Mais ce qui est important, c'est que vraiment que l'entreprise soit un partenaire là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut, nous, avoir notre action plan, on peut avoir nos contraintes, etc. Mais il faut que l'entreprise
soient convaincus de l'utilité de ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est un travail de sensibilisation qu'on le fait tous. Et je pense qu'on a une force de frappe à être plusieurs à investir directement là-dedans, que ce soit nous directement avec les fonds d'investissement, avec d'autres investisseurs, avec l'Union européenne. On a une force de frappe importante pour sensibiliser encore à l'urgence de mettre à niveau, on va dire, le bilan énergétique des entreprises. Tout à fait. Merci. On passe la parole à Aïcha pour expliquer chez Africa Invest comment vous faites. Donc, comme disait tout à l'heure Stéphanie, même si on a un goal, un target en 2050, comme toute bonne histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Donc il faut vraiment, nous, on s'astreint, on se met des targets donc dès 2030, dès 2040, 2050 pour se faire comme le climat. Le climat, c'est une discussion qu'on a vraiment en amont avec les sociétés, où on va identifier les risques tant physiques que de transition et les opportunités. À partir de ça, bien avant, dans la due diligence, on va identifier les opportunités de décarbonation, mais aussi pour réduire les risques, parce que très souvent, il y a aussi beaucoup de risques. Et nous, on voit vraiment ça comme c'est un des leviers majeurs qu'on a que pendant la due diligence, on puisse mettre dans les plans d'action des actions pour que la société mette en place un plan de décarbonation. Bien sûr, il y a des coûts à ça. On n'arrive pas à net zéro avec zéro financement, certainement pas. Donc nous, l'idée, entre autres avec aussi nos investisseurs comme Proparco, c'est d'offrir des assistances techniques pour mettre en place les actions. Et surtout, et pour nous, vraiment, c'est une des choses les plus importantes, c'est la mesure de l'empreinte carbone. Donc c'est une chose à laquelle on dédie beaucoup de temps, parce que finalement, sans outils de mesure sophistiqués... Donc une mesure que vous communiquez à l'entreprise, donc avec des indicateurs. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, pour nous, l'idée, c'est de décentraliser. C'est pas parce qu'on veut, même quand on quitte la société au bout de 7-10 ans, mais que la société puisse continuer à mettre en place ces actions, parce qu'ils ont le ownership, et c'est eux qui pourront mettre en place les actions pour pouvoir assurer la décarbonation. Parce que bon, il y a ce qu'on appelle la tragédie des horizons, qu'on veuille ou pas. On a quand même un temps d'investissement assez réduit par rapport au challenge et ce que ça demande. Donc nous, on prend ça en compte. C'est pour ça qu'aussi maintenant, on réfléchit à mettre en place des stratégies avec des fonds beaucoup plus lents pour nous permettre aussi de pouvoir investir dans des sociétés qui sont vraiment green et qui demandent un capital, je dirais, plus patient. Mais sinon, pour le reste, on a plus de 190 sociétés. Et pour nous, le climat, bien sûr, en fonction du secteur, c'est quelque chose de significatif. C'est un risque d'investissement. Oui, c'est une opportunité d'investissement aussi. Et donc, on travaille dans close collaboration avec tant nos investisseurs que nos sociétés pour mettre en place les actions idoines. Et surtout, on n'a pas peur si on fait des erreurs, il y a beaucoup d'itérations dans ça. Bien sûr, oui, tout est encore relativement nouveau. Et on construit la mise en place, surtout la partie concrète. Oui. Je dis toujours, on construit la voiture en la conduisant. Donc c'est l'approche qu'on a. Donc plus le temps passe, plus nos outils s'améliorent, plus aussi notre sophistication et je pense nos conseils aussi deviennent meilleurs. C'est vrai que la partie formation et la partie compétences est essentielle. Donc nous, à part la formation en climat, tant pour nos équipes ESG Impact, mais surtout les Investment Officers. Donc on a des formations très très poussées. On cherche aussi bien sûr à recruter des personnes qui ont une expertise sectorielle. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et peut-être on passe la parole à Asna pour expliquer. Alors moi, ça vient en continuité à ce qu'a dit Aïcha, c'est ça. Comme c'est l'investisseur qui nous accompagne sur ces sujets. Alors l'idée, c'est qu'on a cette prise de conscience. Déjà, ça fait un bon moment quand on a structuré la démarche. On a mis certaines actions en place pour améliorer justement notre empreinte carbone. Maintenant, on attend juste Africa Invest, à travers cet outil qu'on va mettre en place, on a besoin d'évaluer concrètement parlant cette empreinte carbone. Déjà, il faut passer par une évaluation. Après, c'est tout le plan d'action et l'accompagnement nécessaire pour qu'on puisse le déployer. Moi, je parlais, en fait, l'opportunité, c'est ça, c'est de se faire accompagner pour aussi bien évaluer l'empreinte et déployer un plan d'action pour y remédier et pour répondre principalement à une contrainte, on va dire, beaucoup plus commerciale et liée business, c'est qu'aujourd'hui, notre compétitivité, quelque part, peut être, pas remise en cause, mais ça peut impacter directement du fait qu'aujourd'hui, nos clients, comme on fait de l'irrigation, on est dans l'agriculture, alors nos clients, ce sont des exportateurs de produits agricoles en Europe. Et très bientôt, en fait, dès janvier 2023,
il y a des lois, on sera soumis à une réglementation qui fera que chaque exportateur marocain devra communiquer son empreinte carbone par produit. Et ce qui dit qu'on est censé revenir à quelque part en arrière et voir tout le cycle de vie du produit. Et ça va arriver jusqu'à l'installation des projets d'irrigation. Et c'est à ce moment-là qu'on est absolument amené à revoir notre façon de faire, à revoir les produits qu'on commercialise aujourd'hui, qu'on installe dans les projets d'irrigation ou autres, les bassins et pas mal de C'est ça, chantiers. donc c'est Et quand même l'idée, des c'est ça, c'est qu'il faut gros vraiment- changements dans tout le cycle de Tout production à fait. et en aval, oui. Jusqu'à arriver au C'est fournisseur ça. qui est CMG Group quelque part. C'est vrai que le métier n'est pas polluant, on est en faveur de l'environnement par rapport à tout ce qu'on fait, mais quand même, on a cette remise en cause qui est là. Et on est censé mettre en place justement cette évaluation concrète avec ce plan d'action pour pouvoir être prêt le jour J. Donc il y finalement, a même le travail dernier- avec l'investisseur vous aide à bien vous caler l'un et l'autre. Oui, tout à fait. et Tout à fait. à- Alors, sur l'outil, D'accord, on c'est un sera- dialogue aussi. Oui, exactement. D'accord. Alors sur l'outil, on sera ensemble et on assurera le déploiement au fur et à mesure. Et même sur le dernier rapport de la FMI, là aussi, on a parlé même de taxation de l'empreinte carbone. Et l'idée, c'est ça. Voilà, en fait, l'enjeu, il est majeur, il est pertinent, il est important. On est conscient de ça. Il est pris en charge aussi bien par l'entreprise que par l'investisseur qui nous accompagne sur ces sujets. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Stéphanie, Merci. Donc, Ciparex. effectivement, pour Ciparex, la décarbonation, c'est l'un des 3 piliers d'impact que s'est donné le groupe. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le décline? Et c'est ça qui n'est pas facile parce qu'on a plusieurs secteurs d'activité, des participations qui ont des niveaux de maturité aussi qui peuvent être un petit peu différents les uns des autres. Et parfois, les dirigeants sont un petit peu démunis par rapport à cette approche. Donc, évidemment, on a mis en place des outils de reporting, on a mis en place une plateforme digitalisée pour aider nos dirigeants à prendre conscience de leurs enjeux, pas qu'environnementaux, mais également sociaux, sociétaux, et de piloter ces externalités pour réduire leur empreinte. Alors aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la décarbonation, donc je vais faire ce focus là-dessus. On a aussi des fonds qui ont vraiment systématisé l'évaluation, l'impact, le pilotage de la réduction de cette empreinte, notamment le fonds ETI 5, qui au-delà de systématiser l'évaluation et le pilotage, a mis des critères très spécifiques, dont la décarbonation, et l'un des premiers fonds dont le financement est indexé sur 4 critères ESG, dont cette décarbonation, ce qui fait qu'on se base vraiment sur des niveaux de performance de nos entreprises pour le coût du financement. Et ça, c'est extrêmement novateur. Et ça, c'est un pas de plus dans l'engagement qu'on se donne pour arriver justement à ces moyens et faire bouger les choses et faire bouger les lignes. Ensuite, donc, je parlais de différents niveaux de maturité de nos dirigeants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des tables rondes de sensibilisation en interne. On a mis un cycle ESG. E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, très, très original, n'est-ce pas? Mais pour leur donner en fait des outils, des bonnes pratiques très concrètes. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, OK, je veux mettre en place ma démarche environnementale, comment est-ce que je fais? Quel premier KPI je vais mettre en place? Comment je vais mobiliser mes équipes? Quels outils je vais mettre? Quels objectifs je vais me donner? Donc effectivement, on parlait du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une très bonne première étape pour se donner, parce que c'est extrêmement structurant. Et effectivement, avec la prise en compte du scope 1, scope 2 et scope 3, parce que même si moi, concrètement, entreprise, j'ai la main pour réduire mon scope 2, donc c'est-à-dire ce qui va être en lien avec la production de mes propres produits et services, le scope 3 dans la manière le scope 3 dans la manière dont je vais sélectionner mes fournisseurs, la manière dont je vais effectivement concevoir mes produits jusqu'à l'aval pour mes clients, c'est très important et ça me permet aussi de réduire l'empreinte carbone. Donc on a aussi mis en place des outils, on a aussi des participations en interne, notamment avec l'outil Greenly, qui est un outil de mesure qui permet à la fois de piloter donc de voir sa mesure, de faire son empreinte carbone, et puis après de décliner pour pouvoir mettre en place sa trajectoire, donc en alignement avec SBTI, et puis après dérouler son plan d'action en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Un exemple très concret, puisqu'on est aussi sur la Méditerranée, une de nos participations qui s'appelle Clients, qui est un des leaders européens dans la transformation de polymères, de composites et de produits métalliques de précision. Clients a une filiale au Maroc. Et donc c'est donné au niveau groupe parce qu'ils sont présents à l'international, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe. Et ils ont une entité au Maghreb également. Et donc en fait, ils ont mis un plan quinquennal sur l'ensemble de l'entreprise pour essayer de réduire par an, que je ne me trompe pas, 4,2% par an, donc en alignement avec les accords de Paris. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ça passe par l'électrification de machines, notamment des presses dans leurs usines. Ça passe par l'utilisation et le recours à des énergies vertes. Ça passe par une certification qui est aussi peut-être aussi puissante que celle que tu évoquais tout à l'heure, donc de 50 001, donc sur le management énergétique. Et puis par exemple dans les usines, la mise en place de LED qui permet de réduire de manière très très drastique l'utilisation énergétique. Et donc en fait ils ont un plan quinquennal sur l'ensemble de leur structure internationale qui leur permet justement de limiter les émissions Scope 2 en direct par rapport à ces émissions. Donc 70% des sites sont équipés de compresseurs d'air à vitesse variable qui leur permet en fait de réduire ces émissions-là. Et puis des appareils de détection et d'optimisation des fuites d'air comprimées parce que mine de rien c'est 8% de l'utilisation dans les usines. Et donc en fait ça c'est extrêmement concret et ça leur permet justement de diminuer cette consommation énergétique et donc cette empreinte carbone. Et puis également un accompagnement avec les clients qui est très fort sur la sélection des matériaux, sur le recours à des matériaux biosourcés, sur j'ai perdu tout ce qui va permettre de réduire pas mal d'exemples. Et le dernier exemple que je voulais donner, c'est au niveau de l'entité marocaine, c'est qu'ils ont équipé en fait toute l'entité avec des panneaux solaires. Donc ils ont recouvert l'ensemble de la toiture, donc 100% de la surface mobilisable est utilisée, donc ça fait à peu près un petit peu moins, je crois, de 3000 m². Donc on a 560 panneaux solaires qui vont permettre à l'usine marocaine de contribuer en autoconsommation à 10% des besoins de l'usine locale. Donc ça leur permet, mine de rien, de réduire de quasiment 10% l'empreinte carbone au Maroc. Et au niveau groupe, il y a un impact fort puisque ça leur permet de limiter à 1,4% leur consommation, leur bilan carbone au niveau groupe. Donc en fait, c'est plein de petites choses. Enfin, c'est pas une petite chose puisqu'en fait, grâce au gouvernement marocain, ils ont pu aussi subventionner parce que mine de rien, ce sont quand même des investissements lourds. Mais ça leur permet aussi d'arriver à cette décarbonation et cette réduction de l'empreinte. D'accord. Merci beaucoup à tous. On approche déjà presque de la fin de cet atelier. Je voudrais peut-être vous passer la parole pour revenir au thème de l'atelier, c'est-à-dire Private Equity, un levier majeur pour la décarbonation des entreprises, pour vous redemander à chacune, mais vraiment en mot de conclusion, en quoi vraiment le Private Equity peut être un levier majeur par tout ce que vous m'avez dit, mais peut-être il manque quelque chose. Donc je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Je pense on était assez complémentaires un peu dans la présentation aujourd'hui. Peut-être ce qui est important à dire, et Stéphanie l'a dit aussi, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui avec lesquelles on discute, elles ne sont pas au même niveau de maturité et elles n'ont toutes pas l'accès, on va dire, soit elles ne sont pas sensibilisées, soit elles savent pas, elles veulent le faire, elles ne voient pas comment le faire. Par exemple, un exemple concret aussi que très rapidement. On se perd aussi un peu dans les normes, les indicateurs et les mesures. On le voit aujourd'hui sur le secteur de textile. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple méditerranéen, c'est un secteur important où on voit beaucoup de demandes et qui est très lié à l'export et aux donneurs d'ordre. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre, ils sont des cahiers de charges très contraints parce que le consommateur final, il veut savoir dans quelles conditions son habit il est fabriqué. Et derrière, moi je me retrouve soit en Tunisie, au Maroc, mais aussi en Turquie, avec des entreprises, ou en Égypte aussi, des entreprises qui nous demandent aujourd'hui, je veux améliorer, mais je ne sais pas comment faire. Et donc là, aujourd'hui, c'est le rôle de l'investisseur, que ce soit un bailleur de fonds ou un fonds d'investissement ou autre, pour accompagner non seulement par le financement, mais vraiment de proposer les best practices pour dire voilà ce qu'on voit par ailleurs, voilà comment on faire aussi par étapes, parce que c'est clair aujourd'hui. Parfois, il y en a qui sont des entreprises matures, qui savent déjà, qui sont déjà engagées, qui ont déjà les panneaux solaires, qui ont déjà un niveau 2, 3 osmose sur l'épuration d'eau, donc ils sont déjà bien engagés, mais il y en a d'autres qui commencent de zéro, et je pense que c'est là le rôle aussi d'accompagner pour avoir un effet général et ne pas toucher que les plus gros, mais aussi la petite PME qui aujourd'hui se cherche, surtout avec cette taxe carbone qui va arriver aujourd'hui, qui va être une contrainte supplémentaire pour ces sociétés qui déjà font face à beaucoup de difficultés économiques par ailleurs. Donc pour mieux les accompagner, que ce soit par l'assistance technique, que par la sensibilisation et la mise à niveau en fait. Ça commence par la mise à niveau et après par l'implémentation. Donc je pense qu'aujourd'hui, je laisserai mes collègues aussi conclure, mais je pense avec notre différents niveaux d'intervention, on essaie d'intervenir sur toute la chaîne. Très bien, merci. Aïcha. Alors, il y avait une citation de quelqu'un, j'ai oublié, John Kay, qui disait la meilleure façon de créer, de deviner l'avenir, c'est de créer l'avenir, c'est de créer l'avenir, c'est de l'inventer. Nous, on dit c'est aussi de le financer. Donc, nous, on veut voir la décarbonation, on veut voir
prospérer ces sociétés, décarboniser, on veut le green asset, donc on est une partie prenante en tant que, de toute façon, les challenges sont tellement nombreux, sans une force comme private equity, on ne pourra pas arriver au net zero. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a le côté, bien sûr, financement, mais il y a le côté aussi accompagnement, et ça, c'est un peu, c'est la raison d'être un peu du private equity, c'est d'apporter, de partager notre expertise opérationnelle, sectorielle, pour mettre en place des projets de décarbonation qui sont pour nous des opportunités. C'est vraiment pour nous du business. Ça se reflète et aussi sur la le fait bottom line. qu'en tant qu'investisseur, vous avez beaucoup Exactement. d'entreprises et donc vous pouvez aussi grouper Exactement. un certain nombre de choses et produire des best Exactement. practices, etc. Et c'est important quand même, puisqu'on parle, nous, comme le monde dit Afrique Invest, on investit beaucoup sur l'Afrique. L'Afrique représente 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, on le sait tous. Donc c'est pas en Afrique. L'Afrique est très touchée par Par contre, exactement, non seulement très touchée, on a encore 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc on a tout intérêt à ce qu'on passe directement par les énergies renouvelables, on leapfrog, plutôt que de refaire un peu les mêmes erreurs, repasser par le sentier des combustibles fossiles, etc., qui ont présenté des limites. Donc voilà, donc oui, le private equity, c'est une force majeure pour pouvoir réussir la décarbonation. Et je dirais que sans private equity, je ne pense pas qu'on pourra y arriver. Voilà. Asna? Alors moi, je redis quelque part ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors la conclusion pour moi, c'est ça. Alors la prise de conscience, elle est là depuis un certain nombre d'années. Ça fait 6 ans maintenant. Grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de structuration de démarche RSE, il y a tout un axe dédié uniquement à l'environnement au niveau de notre stratégie RSE. Et par rapport à ça, on a pu évaluer, on a pu revoir, on a pu calculer et voir un petit peu l'impact positif que notre activité déjà à travers l'irrigation, à travers le solaire, et à travers la préservation des sols et la nutrition des plantes et la préservation des plantes, on a pu mesurer tout ceci. Maintenant, l'idée c'est de voir un petit peu comment on peut aller au-delà de ça. Ça veut dire comment on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, de structurer davantage et de mesurer de manière beaucoup plus efficace tout ce qui est mis en place. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Parce que moi, je ne m'entends pas. Pardon? Ça coupe? D'accord. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, l'idée, c'est que voilà, on arrive à évaluer de manière concrète et efficace ce qu'on fait, parce que nous, c'est vrai qu'on arrive à calculer ça à travers les hectares installés en termes de goutte à goutte, à travers les panneaux solaires qu'on a pu installer aussi bien en revente directe qu'en installation de projets. Par exemple, aujourd'hui, on parle de pompage. On va terminer, Asna, simplement pour la relation investisseur-entreprise. Alors voilà, on les attend justement d'avoir ce dialogue aussi. Oui, bien sûr, c'est important et on y est plein dedans maintenant. L'idée, c'est justement cet accompagnement par rapport à l'évaluation, à la mise en place d'un plan d'action concret pour améliorer. Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très impactant en termes de compétitivité, de la réglementation derrière qui va impacter directement nos clients. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi mettre... Oui, en termes de compétitivité, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre très, très rapidement. Au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est surtout ça. Merci Stéphanie. Je ferai rapide aussi. Effectivement, je partage ce qui a été dit sur le fait que cette force qu'on a, c'est qu'on voit plusieurs entreprises et que donc nous, en tant que fonds de private equity, on met en lien nos dirigeants parce qu'en fait, finalement, c'est entre dirigeants qu'on se donne aussi les bonnes pratiques, qu'on explique les outils, qu'on se donne des choses à mettre en place concrètement. Le deuxième élément, c'est... effectivement, ça ne sert à rien de se donner aussi trop de KPI. Il vaut mieux en sélectionner 10 avec un engagement fort, une ambition forte à la hauteur de ce qu'on veut mettre et comment on veut engager son entreprise. Même si l'urgence climatique, elle est là, il faut que ce soit effectivement adapté. Et le troisième élément que je dirais, c'est que, OK, nous, on a notre rôle, mais après, c'est vrai que la balle est dans le camp des dirigeants. Une fois qu'on leur a donné les éléments de structuration, les outils, les workshops, les animations, les tables rondes, tous ensemble. Après, ça se passe dans les équipes. Et en fait, le meilleur conseil, on avait une table ronde sur la gouvernance la semaine dernière dans le cycle ESG. Le meilleur conseil qu'on peut donner aux dirigeants, c'est finalement, c'est de pas y aller tout seul, en fait, c'est d'engager toutes leurs équipes. Parce qu'en fait, finalement, en s'apercevant que cette démarche RSE, elle est au cœur de leur stratégie, c'est un levier de compétitivité énorme, en fait. Et finalement, la RSE, c'est aussi un levier de performance. Parce qu'on va être plus attractif, on va permettre aux équipes de donner plus de sens et donc les équipes qui seront vraiment dans le sens pour travailler sur la décarbonation, etc., elles voient l'impact immédiat, elles participent concrètement et donc il faut vraiment onboarder les équipes, c'est la clé pour une réussite de la décarbonation. Super, merci beaucoup Stéphanie. Je pense qu'on ne pouvait pas terminer mieux que de parler aussi de toutes les opportunités que génère la décarbonation. Donc un grand merci à vous toutes et merci à vous de nous avoir écoutés. Question. Merci. Bonjour.
Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier deux paramètres. Le premier, c'est que la finance, mais en général, a toujours existé et qu'elle a un passé aussi noir. Là, on nous montrait aussi un côté où vous investissez dans le vert, tant mieux, mais je pense qu'il y a des dizaines d'années derrière, on a investi dans le pétrole, on a investi dans les cigarettes, dans les armes, et j'en passe. Aujourd'hui, quand vous parlez, je pense que je vais adresser ma question à Madame Zarqawi, quand vous parlez de net zéro d'ici 2050, vous parlez de ma question directement, c'est toutes vos activités d'investissement, tous les secteurs sur lesquels vous investissez, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie. Donc ça, c'est ma question. Et donc, dans ce sens, juste pour ne pas répéter, pardon, il ne faut pas oublier que ces secteurs-là aussi, notamment avec l'exportation, notamment on parlait de l'eau, la croissance de l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, on est en train de dégager aussi des carbones. Donc je ne sais pas comment vos objectifs décarboner en même temps en privilégiant la croissance forte. Voilà. Merci pour la question. Alors, la question n'était pas pour moi, je crois qu'elle était pour la... Mais j'ai envie quand même de vous dire que dans le rapport du GIEC, il y a toute une partie qui est dédiée sur la partie agricole pour ces bonnes pratiques et justement ces plans d'action pour arriver à ce net zero. Alors évidemment, ça se base sur des scénarios. C'est un plan d'action qui se veut extrêmement concret. Et après, il faut que tout le monde s'y mette pour que ça marche. Mais vous aurez une partie de vos réponses parce que sinon, en fait, on va vraiment passer 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Alors, vous pourrez ensuite voir les intervenantes en privé d'ailleurs. C'est une très bonne question. Donc lui, le net zéro, et vous mentionnez un très très bon point, parce qu'il faut, et nous à Africa Invest, il ne faut pas s'éloigner de ces sociétés dites comme les high emitters, un peu comme le diable. Il faut au contraire les aider à décarboniser. Et ça, nous, c'est un portfolio, on s'adapte à ce qu'on appelle le Portfolio Alignment Tool du TCFD. Et en fait, selon la géographie, selon le secteur, on va accompagner ces sociétés pour qu'elles puissent décarboniser. Mais bien sûr, il ne s'agit pas, parce que si on n'investit plus, comme vous dites, et après, bien sûr, notre liste d'exclusion nous interdit d'investir spécifiquement dans une société de oil and gas. Mais par exemple, on a toutes les sociétés auxiliaires, les industries auxiliaires, par exemple, les sociétés qui transportent du oil and gas. Est-ce qu'on doit ne plus investir dans ces sociétés? Si on n'investit plus, alors on va être un peu dans l'opacité totale. Et d'autres investisseurs qui ne seront pas si regardants sur les critères ESG vont investir. Et là, on ne pourra jamais réussir vers le net zero. Le net zero implique, et 60% des émissions doivent venir du secteur qui est aujourd'hui intensif et les aider de manière, je dirais, c'est en fait une tension saine. On est là, on accompagne. Après, bien sûr, voilà, s'ils ne respectent pas les accords, là, on a des outils légaux même pour pouvoir exercer notre droit de sortie, etc. Mais vraiment, l'idée, bien sûr, qu'il faut accompagner ces sociétés, sinon on ne pourra pas réussir le pari du net zero. Hein. Donc voilà. Merci Aïcha, merci à toutes.